Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une série de vidéos dans laquelle on va essayer de déterminer la non-simplicité des groupes d'ordre strictement inférieurs à 240. Alors je vais déjà rappeler ce qu'est être un groupe simple, donc la définition d'un groupe simple. Donc définition. En fait, un groupe simple, ça va être un groupe. Un groupe est dit simple s'il n'a pas de sous-groupe normal propre. Donc, il faut déjà connaître ce que c'est être un sous-groupe normal et ce qu'est être un sous-groupe propre. Alors, je vais écrire. Donc, plutôt de manière mathématique. Si n, donc soit j'ai un groupe, soit j'ai un groupe. Si n est normal dans G, vous distinguez, hein, on dit parfois les deux, alors n est soit réduit au groupe trivial, ou n égale à G lui-même. Voilà, c'est ça la définition d'un groupe simple. On peut le dire, un groupe est simple s'il n'a pas de sous-groupe normal propre. Voilà, c'est ça la définition. Et en fait, en théorie des groupes, on peut faire l'analogie avec les nombres premiers. Faire l'analogie. En fait, on va dire que un peu, ce sont les premiers, les groupes simples. On peut faire l'analogie des groupes simples avec les nombres premiers dans les entiers. Donc je vais voir pourquoi. Mais avant de faire cette analogie, je vais parler un peu des groupes quotients. Je vais peut-être faire une remarque. Si n il est normal dans G, alors on peut construire un groupe quotient G sur n. Est un groupe quotient, est un groupe. Et on l'appelle le groupe quotient G par n. Et où je rappelle, G sur n, c'est l'ensemble des glaces à gauche. C'est l'ensemble des Gn tel que G est un élément de grand G. Voilà. Et si notre groupe il est fini, si G est fini, alors on sait qu'on peut partitionner G par l'ensemble des glaces à gauche. Donc par exemple, si je fais l'anti-schéma, je sais pas là si c'est G, et que j'ai N, un sous-groupe de G, bah, je peux partitionner G dans l'ensemble de mes classes à gauche. Je sais pas, avec G1, G2. C'est en partie comme ça qu'on prouve le théorème de Lagrange. Voilà. Et là, à partir de ça, je vais peut-être pouvoir faire une analogie avec les nombres premiers. Donc, analogie avec les nombres premiers. Donc, je vais déjà rappeler ce que c'est un nombre premier. Donc, soit P1 premier et un nombre inférieur ou égal à P. Alors, si ce nombre divise P, donc j'appelle le diviseur D, alors D est égal à 1 ou D il est égal à P. C'est la définition d'un nombre premier. Donc là, vous allez vite voir
l'analogie. Donc je vais l'encadrer en rouge. Et là, je vais mettre vert VS. Donc les groupes. Donc soit j'ai un groupe simple, avec n normal dans G. Alors par la définition d'être normal, si je regarde le quotient G par n, alors on aura forcément n, par définition d'être normal, hein, n, c'est soit le groupe trivial, ou c'est G lui-même. Donc en fait, on voit bien l'analogie avec les nombres premiers. Et en arithmétique, les nombres premiers ont beaucoup d'importance. Hein, c'est la base. Le théorème fondamental de l'arithmétique se repose sur les nombres premiers. Tout nombre entier peut se décomposer en produit de facteurs premiers distincts. Et en fait, on va comprendre que les groupes simples, par analogie, ont autant d'importance en théorie des groupes que les premiers ont en théorie de l'arithmétique. Et on va le voir pourquoi. Donc, en fait, l'intérêt des groupes simples, intérêt des groupes simples. En fait, la question qu'on peut se poser de manière la plus légitime qui soit en théorie des groupes, c'est donc la question: peut-on classifier tous les groupes finis à isomorphisme près? Donc ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Et justement, il est important de connaître les groupes qui sont simples et ceux qui ne le sont pas pour pouvoir répondre à cette question. D'ailleurs, cette question a été répondue entre les années 1955 et 1985. Donc, ça a demandé plus de 100 auteurs. Entre 1955 et 1985. Et la preuve avoisine les 500 articles mathématiques. Donc c'est des milliers de pages pour répondre à cette question. Mais là, l'objectif de cette vidéo, c'est justement, ça va déterminer juste les groupes simples. Et on va voir en fait que c'est un intérêt pour répondre, entre 0 et 240, hein, pas tout. Mais ça va avoir un intérêt pour répondre à cette question. Et pourquoi? Parce qu'il y a un procédé en fait standard pour répondre à cette question, c'est ce qu'on appelle le dévissage. Alors, procédé, le dévissage. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est. En fait, on va procéder de proche en proche. Donc déjà, on va déterminer. Donc, on procède de proche en proche. Donc déjà, on va déterminer à la main, à isomorphisme près, les groupes d'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on détermine les groupes d'ordre 1, 2, 3, 4, etc. à isomorphisme près.
isomorphisme près. Donc à la main, ça on fait à la main. Et ensuite, si on souhaite déterminer à isomorphisme près un groupe d'ordre n, donc maintenant la question c'est, on souhaite déterminer à iso près un groupe d'ordre n. Donc on souhaite déterminer à isomorphisme près un groupe d'ordre n en connaissant la classification des groupes strictement inférieurs à n. Ainsi, si G est non simple, alors on peut choisir par définition d'être non simple, donc de ne pas être simple. On peut choisir n normal dans G d'ordre compris, donc d'ordre compris entre 1 et n. Donc on peut choisir un groupe normal d'G d'ordre compris entre 1 et n. Je rappelle que l'ordre de G, j'avais dit que c'était n. Donc en fait, puisque G est normal, l'ordre de n est compris strictement entre 1 et n. Ainsi, on pourra considérer G sur n qui ne sera ni égal à G, ni égal au groupe trivial. Ça, on peut en déduire à partir du premier théorème d'isomorphisme. Et on pourra déterminer G à l'aide du groupe quotient G sur n et n lui-même. Donc en fait, l'étude de G revient à étudier n et le quotient G sur n. C'est pour ça que ça va être hyper important de savoir si un si un groupe est simple ou non, en fait. Parce que s'il n'est pas simple, on pourra construire cette sorte de dévissage, comme on l'appelle, ce procédé pour déterminer à isomorphisme près à quoi il est isomorphe. Mais par contre, s'il est simple, on ne pourra pas décomposer G ainsi. Donc, par contre, si G est simple, on ne peut pas, entre guillemets, le décomposer. Il est irréductible. Il est non réductible, entre guillemets. Comme pour un premier. Encore là, je fais de l'analogie. Je fais l'analogie avec les premiers. VS. Un premier. Et irréductible. Puisqu'on ne peut pas le décomposer en facteur de premier, vu qu'il est déjà premier lui-même. Donc en fait, dans ce sens, ça va être important de déterminer les groupes simples ou non, pour ensuite répondre à cette question de la classification des groupes à isomorphisme près. Et comment faire? Alors comment faire? A priori, c'est difficile.
pour déterminer tous les groupes simples ou non simples à ordre près. En fait, bon, pour les nombres premiers, pour les premiers, on a quoi comme réponse? On a le crypte d'Ératosthène. Donc on va voir, je vais vous expliquer hein, sur Internet, enfin pas sur Internet, mais sur l'ordinateur, comment on procède pour déterminer tous les nombres premiers à partir du crible Je vais d'Ératosthène. expliquer ce qu'est le crypte d'Ératosthène. Ératosthène, c'est un mathématicien grec. D'ailleurs, c'est le premier homme à avoir donné une mesure raisonnable de la circonférence de la Terre de manière géométrique. Mais là, on va juste voir le crypte d'Ératosthène, donc il porte son nom. Et en fait, c'est une méthode algorithmique, hein, un procédé qui permet de déterminer tous les nombres premiers inférieurs à un certain entier naturel n donné. Donc là, sur mon image, mon entier naturel n, c'est 120. Et en fait, ça va être un procédé qui va lister tous les multiples. Tous les multiples d'un certain... Donc on va commencer par les multiples de 2. Donc on commence par les multiples de 2, on liste, donc 2 c'est un premier, et après on liste tous les multiples de 2. Parce que un multiple de 2, à part 2, hein, c'est pas un nombre premier, puisqu'il est divisible par 2, autre que par lui-même ou que par 1. Donc c'est pas un nombre premier. Donc on va lister tous les multiples de 2 et on va les barrer. Donc là en bleu, on va les barrer. Ce n'est pas un premier. Donc par exemple, je sais pas, 96, c'est pas un premier, c'est un multiple de 2, je le coche. Je le biffe. Et ensuite, je vais prendre l'entier correspondant juste après, c'est un premier, et je vais enlever tous les multiples de cet entier correspondant juste après. Donc là, en particulier, je vais enlever tous les multiples de 3. Ah, par exemple, 9, on sait que c'est pas un premier, puisqu'il est divisible par 3. Pareil pour 12. Puis on continue, donc là en vert, ainsi de suite. Et on continue le procédé. On prend l'entier correspondant juste après qui n'a pas été barré et on regarde tous les multiples de 5. Donc en fait, on essaye de déterminer les nombres premiers un peu à l'envers. On liste tous ceux qui ne sont pas premiers et on regarde, in vite, ce sont les restes. Vous voyez? Et nous, bon pareil pour 7, etc. Et nous, on va procéder un peu de la même manière pour déterminer les groupes simples à ordre fixé. On va déterminer des critères pour déterminer les groupes qui ne sont pas simples et à inhibiter. Vu qu'on aura déterminé tous les groupes pas simples, on aura ceux qui restent, donc ceux qui sont simples. Voilà. Donc après avoir vu comment on procédait avec le crible d'Ératosthène pour les nombres premiers, en fait on va faire la même chose hein, pour les groupes simples. Et donc en fait on va devoir déterminer des critères qui criblent à ordre près ceux qui sont simples ou non. Donc le premier critère, hein, je vais vous l'énoncer, donc ça va être une proposition. Donc proposition. Donc 1, tous les groupes d'ordre premier sont simples. Donc ça, c'est déjà un critère hyper puissant. Car dans notre crible, hein, comme on a vu entre 1 et 240, eh ben, on en aura déjà plein qui vont s'enlever. Et le deuxième, si en fait l'ordre de G est une puissance de P, donc soit G un groupe fini, et que l'ordre de G est une puissance de P,
Mais là, pour se distinguer de celui-ci, il ne faut pas que je retombe sur un P premier. Donc il faut que n soit strictement plus grand que 1. C'est important. Sinon, on se retrouve dans le cas I. Alors, G est non simple cette fois. Donc voilà pour cette première proposition. Donc rien qu'avec cette proposition, on va déjà cribler plein de groupes non simples à ordre fixé. Et de groupes simples aussi. Hein, vu que si on détermine tous les groupes non simples, si on les détermine tous in vite, on aura donc la détermination des groupes simples. Hein, comme pour les premiers, si on détermine tous ceux qui ne sont pas premiers, alors in vite, on aura tous les premiers. Hein, c'est justement comment procède le crypte d'Ératosthène. Donc rien qu'avec cette proposition, on ne les aura pas tous, mais on aura déjà criblé beaucoup de groupes à ordre fixé. Mais maintenant, avant de faire la démonstration, je vais faire tout de suite le lien avec le crypte d'Ératosthène. Donc on a défini en fait, enfin on a instauré, on a un, un critère que tous les groupes de cardinal premiers sont simples. Donc là, je vais les colorier en noir. Et donc en fait, on va plus voir dans le tableau ceux qui sont simples. Je vais juste faire l'inverse. En fait, dans le crypte d'Ératosthène tout à l'heure, on entourait les premiers. Et ben là, je vais juste les enlever. Voilà, mais finalement, la détermination, ça va être la même, comme j'ai dit. Donc là, je vais enlever déjà tous ceux qui sont ordre premier, vu qu'on sait déjà les classifier, enfin, on sait les classifier, on sait qu'ils sont simples. Donc maintenant, avoir enlevé déjà tous ceux qui sont d'ordre premier, on a déjà enlevé enfin, tous les nombres premiers entre 1 et 240. Mais je vais juste enlever aussi un de plus. Ça va être le groupe trivial. On sait qu'on peut l'enlever, hein, tous les groupes d'ordre 1 est trivial. Tous les groupes d'ordre 1 sont triviales. Donc on peut l'enlever puisqu'il est forcément simple. Il est forcément simple. Donc on va l'enlever aussi. Hop, il n'est pas premier, mais on peut l'enlever aussi pour cette raison. Donc là, j'ai enlevé beaucoup de groupes à ordre fixé qui sont simples. Dans mon crible, je vais aussi l'appeler le crible d'Ératosthène. Mais... Et maintenant, je vais pouvoir, par mon autre critère, que tout groupe d'ordre, une puissance de P, sont et non simples. Avec la puissance plus grand que 1, strictement plus grand, pour se différencier des cas où l'ordre est premier. Donc je vais en profiter aussi pour enlever, enfin pour remarquer tous les groupes une puissance de P. Donc par exemple, euh, 4, hein, c'est 2 puissance 2. 4, je vais l'enlever, etc. Et après, je vais enlever toutes, et là, je vais les colorier en vert. Puis là, on va en avoir déjà plein qui vont être criblés en plus de ce qu'on a. Ah oui, aussi, j'ai oublié juste le nombre premier 7 dans ma liste. Donc là, tous les groupes d'ordre 7, vu que c'est un premier, hein, ils sont simples. Donc je vais aussi le colorier en noir, vu que là, j'avais colorié en noir les groupes simples, hein.
Et donc il y a aussi la puissance de 7, 7 au carré, 49. Et ça, on va voir hein, par la proposition que je vais démontrer juste après, là, maintenant, que c'est un groupe non simple cette fois. Donc je vais le colorier ici en, en vert. Puis après, on va déterminer d'autres critères, et c'est pour ça qu'on va avoir d'autres couleurs. Voilà. Et c'est dans ce sens qu'on va avoir notre crible, un peu dans la même manière que le crible d'Ératosthène. Donc ça, je le fais en vert. Hop, voilà. Donc on va en donner la preuve. Donc déjà, la preuve de II, elle est simple, justement. Enfin, c'est le cas de le dire. Elle n'est pas difficile. Donc on se donne soit G un groupe fini, tel que l'ordre de G est égal à P. Alors si en fait G n'est pas réduit à l'élément neutre, hein, si G n'est pas le neutre, donc on se donne un élément qui n'est pas neutre dans G. Alors forcément, hein, l'ordre de G est plus grand ou égal à 2. Hein, parce que le seul élément dans G qui a ordre 1 est le neutre. Hein, l'ordre, hein, je rappelle, c'est juste la cardinalité du sous-groupe engendré par petit g. Et aussi, d'autre part, par Lagrange, hein, par le théorème de Lagrange, l'ordre de G divise l'ordre de grand G. Hein, l'ordre de petit g divise l'ordre de grand G. Puisqu'en fait, l'ordre de G, c'est juste le sous-groupe engendré par petit g. Donc c'est un sous-groupe, donc en particulier, la cardinalité de ce sous-groupe divise l'ordre du groupe. Hein. Hein, l'ordre de G, c'est l'ordre du sous-groupe engendré par petit g. Donc ces deux choses, et l'ordre de G est égal à P, par hypothèse. Ces deux choses impliquent que cette chose implique là, un nombre qui divise P, il est soit égal à 1 ou lui-même. Mais il ne peut pas être égal à 1, ce nombre, vu qu'on suppose qu'il est plus grand ou égal à 2. Donc ces deux choses-là impliquent que l'ordre de G est égal à P, ou à l'ordre de grand G. Donc, en fait, G, donc l'ordre de G est égal, on sait que par définition, l'ordre de G est égal au sous-groupe, au cardinal du sous-groupe engendré par G, petit g, et ça c'est égal à l'ordre de G. Mais qui est aussi égal à P. Et en fait, ça c'est un groupe cyclique. Et vu qu'en fait, il est inclus dans G, et qu'ils ont le même cardinal, en particulier, ils sont égaux. Hein, en principe, donc on est bien d'accord que pour deux groupes de même cardinal, ils ne sont pas forcément isomorphes. Mais si l'un est inclus dans l'autre, alors à ce moment-là, pour des raisons de cardinalité, ils sont forcément égaux, et donc ils sont isomorphes. Vu qu'on n'est pas en théorie des ensembles, c'est pas la même chose. Voilà. Donc ça veut dire, vu qu'il est d'ordre P, ça veut dire en fait que G, ça c'est un groupe cyclique d'ordre P. Hein, ah non, il n'y a pas les... Là, il n'y a plus les... Il n'y a plus les barres, justement. Cyclique d'ordre P. G, hein, il est isomorphe à Z sur PZ.
Et comme il est isomorphe à Z sur PZ, et Z sur PZ, il est simple. Hein, il est simple parce qu'il ne possède pas de sous-groupe propre. Et en particulier, il ne peut pas posséder de sous-groupe normal propre. Hein. Déjà, s'il ne possède pas de sous-groupe propre, il ne va pas en plus de ça posséder des sous-groupes normales propres. Hein. Parce que si je considère n dans Z sur PZ, alors, par Lagrange, l'ordre de n divise l'ordre de Z sur PZ, qui est égal à P. Si ça divise un premier, il est soit égal à 1, ou soit égal à P. Donc ça implique que n est soit réduit à l'élément neutre, ou soit il est égal à Z sur PZ lui-même. Donc il n'existe pas, en fait, donc soit n n'existe pas de sous-groupe propre de Z sur PZ. Il n'existe pas de sous-groupe propre de G. Ainsi, G est simple. Hein. Donc ça, c'est pour juste II. Ensuite, pour II, donc la deuxième partie, hein, c'était voir qu'un groupe fini d'ordre P puissance n, donc en fait les P groupes qui ne sont pas réduits à ordre P, hein, les P groupes dont la puissance est plus grand que 1, alors ce P groupe est non simple. Là, je rappelle, dans le cas fini, la définition d'un P groupe, c'est juste un groupe qui a pour cardinalité une puissance de P. Donc, donc on se donne soit G un groupe fini, tel que l'ordre de G est égal à P puissance n, avec n strictement plus grand que 1. Alors, il y a deux cas. Il y a deux cas pour G. Soit, premier cas, G est non abélien, hein, il n'est pas commutatif, non abélien. Ou le deuxième cas, soit G est abélien. Donc on se donne une puissance plus grande que 1 pour exclure justement le cas 1, le cas I. Alors dans les deux cas, en fait, on va montrer que G est non simple. Donc 1. Donc je vais plutôt les appeler A et B pour les différencier de tout à l'heure, les deux cas de la proposition. A, supposons que G soit non abélien. Que G est non abélien. Voilà, donc on suppose dans A que ça. Là, je vais faire agir G sur lui-même par conjugaison. Donc je rappelle ce que c'est l'action par conjugaison de G sur lui-même. Donc une action, je me donne un groupe, je me donne un ensemble, hein, G agit sur cet ensemble, et ça c'est lui-même. Donc c'est G aussi, et il va dans l'ensemble. Je me donne un petit élément dans mon groupe, un élément dans mon ensemble, et en fait la conjugaison, donc si je fais agir G sur G par conjugaison, ça va être, je vais peut-être noter comme ça, mes actions, je les note souvent comme ça, et ça va être G, X, G-1. Voilà, ça va être mon action par conjugaison. Et en fait, là, on pourra montrer aussi, donc on pourra montrer, je ne vais pas le faire là, mais ça implique, hein, par la formule des orbites, ici en particulier, ça implique la formule des classes,
et je vais pouvoir obtenir l'ordre de G qui est égal à l'ordre du centre de G. Hein, le centre, c'est tous les éléments qui commutent avec tout le monde dans G, plus la somme de l'indice du centralisateur de xi dans G, où l'indice est nécessairement plus grand que 2, hein, puisque si est égal à 1, on aurait une classe de conjugaison hein, réduite à un seul élément, à un seul point, et ça, par définition, c'est le centre. Hein. Donc là, j'ai juste rappelé la formule des classes, je ne l'ai pas démontré. Donc ça, c'est la formule des classes. Et là, je vais juste isoler le cardinal de ZG. Donc le centre de G. Le centre de G. C'est l'ordre de G moins la somme du stabilisateur du centralisateur dans G. Avec ça encore plus grand que 2. L'indice. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à P puissance n par définition, avec n plus grand que 1. Et ça, je vais essayer de déterminer l'indice. Donc, fixons I et déterminons l'indice. Alors, l'indice du centralisateur de xi dans G. C'est égal à quoi par définition? C'est égal au cardinal du groupe quotient G sur le centralisateur. Qui est égal à ça en termes de cardinal, donc en termes de cardinal. Et l'ordre de G, c'est P puissance n. Et c'est quoi l'ordre, en fait, du centralisateur? Puisque le centralisateur est toujours un sous-groupe de G, par Lagrange, l'ordre de ce sous-groupe divise l'ordre du groupe, qui est égal à P puissance n. Si un nombre divise P puissance n, il est lui-même une puissance de P, où cette puissance est comprise entre 0 et n. Donc ça veut dire que ça implique qu'il existe, je ne sais pas, gamma appartenant à 0 jusqu'à n, tel que l'ordre du stabilisateur, du centralisateur, est égal à P puissance gamma. Donc l'ordre, c'est juste une puissance de P en fait, comprise entre 0 et n. Donc l'ordre du centralisateur de xi, c'est juste P puissance gamma. Donc ça, c'est égal à P puissance n moins gamma. Et je peux dire P puissance t si je définis t comme n moins gamma. Donc en fait, juste pour dire que ça, c'est une puissance de P. Une puissance de P. Ainsi, si ça, je définis comme A, la somme des indices, c'est plus grand que 2, la somme des indices, je la définis A, bah, elle est divisible par P, vu que c'est une somme de puissance de P. Donc, P divise l'ordre de G, et P divise A, donc P divise l'ordre de G moins A. Ça, c'est une propriété des diviseurs. Si P divise un nombre et un autre, alors ils divisent leur différence. Et donc P divise le centre de G, l'ordre du centre de G. Donc invité, l'ordre du centre de G est plus grand ou égal à P. Si un nombre divise un autre, cet autre nombre divise le nombre. Si P divise n est forcément plus grand que P.
Et un nombre premier, il est forcément plus grand ou égal à 2. Donc l'ordre du centre de G, il est plus grand ou égal à 2. En particulier, il est différent de 1. Donc, il n'est pas réduit à l'élément neutre. Donc en fait, on a montré que pour tout P groupe, en fait, le centre n'est pas réduit à l'élément neutre. Et là, comment on conclut que G il est non simple, hein? Je rappelle que dans le point A, on avait supposé, hein, là j'essaie de montrer le point A, on suppose qu'il n'est pas abélien. Mais en fait, dans un groupe pas abélien, dans un groupe non abélien, le centre ne coïncide pas avec le groupe. Et on sait toujours que le centre d'un groupe est un sous-groupe normal dans G. Hein? Puisque G est non abélien, hein? Puisque G est non abélien, Z de G n'est pas égal à G. Donc déjà, il ne coïncide pas. Et en plus de ça, Z de G n'est pas égal à l'élément neutre. Il n'est pas trivial, on vient de le voir. Donc, il existe un sous-groupe normal, donc en particulier ici Z de G, dans grand G, donc le centre de G, qui est propre, donc G n'est pas simple, par définition. Voilà. Et on avait aussi un deuxième cas à traiter. Hein, si G est abélien, là on a prouvé le cas non abélien. Hein, et si G est abélien, justement, on ne peut pas utiliser cette preuve, puisqu'on aurait le centre qui coïnciderait avec G lui-même. Donc on ne pourrait pas affirmer que c'est un sous-groupe propre, hein, c'est un sous-groupe strict. Hein, on ne pourrait pas affirmer ça. Donc si G est abélien, il faut qu'on fasse autre chose. Donc si G est abélien, alors à ce moment-là, je vais voir les choses un peu autrement. En fait, si G il est abélien, tous les sous-groupes normaux tous les sous-groupes de G sont normaux dans G. Ça, c'est une propriété qu'on peut facilement vérifier. Ça veut dire que pour tout H dans G, alors H est normal dans G. C'est une des caractéristiques d'un groupe abélien. Tous ces sous-groupes sont normaux dans G. Tous ces sous-groupes sont normaux. Et en fait, on va juste montrer qu'il possède un sous-groupe propre. Il possède un sous-groupe propre, en particulier, il sera normal dans G. Donc je rappelle hein, que G, le cardinal de G, c'est égal à P puissance n avec n plus grand que 1. Hein, ça va être important, que n doit être plus grand que 1. Alors, je sais pas, dans ce cas-là, P divise l'ordre de G. Hein, si G est égal à P puissance n, P divise l'ordre de G. Par le théorème de Cauchy, il existe petit g dans grand G, un élément dans G qui est ordre P. Qui est à ordre P. Et maintenant, je peux juste considérons, le sous-groupe engendré par petit g. Hein, qui a cardinal P. Donc c'est bien un sous-groupe de G. Hein, et il est propre. Parce qu'il n'est pas trivial. Il n'est pas trivial vu qu'il est d'ordre P. Et surtout, il n'est pas égal à G, vu qu'on a supposé n strictement plus grand que 1. Puisque G est abélien, tous ces sous-groupes sont normaux. Donc, on peut écrire ça. Non, G
n'est pas réduit à l'élément neutre, et le sous-groupe engendré par G n'est pas égal à G. Il n'est pas réduit à l'élément neutre parce qu'il est d'ordre P. Il n'est pas égal à G puisque n est strictement plus grand que 1. Le cardinal de G est plus grand que P. Donc G n'est pas simple. Donc en fait, on a montré que dans tous les cas, G était non simple. Que G soit en fait un groupe abélien ou non abélien. Donc on doit deux cas pour G, soit G est non abélien, soit G est abélien. Dans les deux cas, on a montré que G il était non simple. Donc dans le cas 1, on a montré que le centre de G était non trivial, et puisqu'il est non abélien, bah, il constitue un sous-groupe normal propre de G. Et dans le deuxième cas, on suppose G abélien, et on peut construire un sous-groupe propre de G, qui est en particulier normal dans G, puisque G est abélien. Voilà. Donc là, avec cette proposition, on va avoir une classe grande de groupes simples.